Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Alors, comment réduire la dépendance alimentaire des pays du Sud? C'est la question que l'on va aborder ici dans le cadre de ce débat. Et j'ai le plaisir d'accueillir Anissé Dologuélé. Bonjour. Anissé, si vous voulez bien prendre votre micro, vous êtes député, ancien Premier ministre Centrafrique et ancien président de la Banque de développement d'Afrique centrale. Voilà, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement et d'être ici pour ce débat. À ma droite, Yves Ayong, bonjour. Vous êtes, bonjour, vous êtes Camerounais, vous avez été à la tête et vous avez beaucoup participé aux grandes décisions pour l'Afrique. Par exemple, donnez-moi quelques engagements que vous avez eus. Oh oui, j'étais responsable du comité stratégique du fonds d'investissement LIA qui était le plus grand en Afrique à cette époque et qui le reste d'ailleurs. Et c'était dans différents domaines, sur l'agriculture, les nouvelles technologies, l'industrie et puis l'accompagnement d'un certain nombre de stratégies gouvernementales et au-delà même d'ailleurs de l'Afrique à l'extérieur. On a dans un certain nombre de domaines, dans les télécommunications, le fameux satellite Rascom qui était le premier satellite africain qu'on est allé lancer à Kourou. C'était quand même 4 milliards de dollars d'investissement avec Thales et beaucoup de projets comme ça qui ont permis de préciser quand même une alternative d'industrialisation, de modernité et accompagner un certain nombre d'initiatives privées et d'initiatives pour un certain nombre d'États aussi. Donc c'était une belle phase qui s'est arrêtée un peu brusquement, mais c'est un bon souvenir. Bon. À vos côtés, Pascal Touré, bonjour. Bonjour. Vous dirigez, vous êtes un des dirigeants d'Aéromat et vous proposez justement des solutions pour réinventer les villes de demain au travers notamment et en associant l'agriculture. Tout à fait, ouais. Notre projet, nous, c'est de travailler un peu sur l'agriculture de demain. Alors l'agriculture qui, avec les constats qu'on a fait un peu d'échec, et puis arriver à proposer des solutions par rapport à la vision de l'aménagement du territoire de demain. Et le travail que l'on fait avec nos amis africains, justement, c'est de travailler aussi sur ce développement pour rechercher à terme quelque part l'autosuffisance alimentaire en se préservant des erreurs qui ont été commises un peu par ici et en gagnant du temps justement en développant les nouvelles technologies qui existent, tout ce qui est de start-up, etc. Parce que effectivement, le Covid, la crise, le conflit en Ukraine ont montré que la dépendance était vraie pour tous les pays, la dépendance agricole était en particulier vraie pour certains pays, et aujourd'hui il faut se poser, parce qu'on est quand même dans une situation qui est complexe et qui va peut-être pas s'arranger, comment permettre aux pays du Sud aujourd'hui d'être moins dépendants sur le plan alimentaire, Anissé? Oui, alors les pays du Sud sont déjà regroupés en termes de regroupement économique. Il y a l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Sud, enfin la zone du Sud et la zone de l'Est. Et ces pays sont organisés pour partager les expériences. Il y a des pays qui produisent plus que d'autres et donc ils peuvent se nourrir entre eux. Et c'est ce que nous devons faire, faire en sorte que les pays de l'Afrique puissent s'autosuffire entre eux. Par exemple, le Tchad produit 110 000 têtes de bétail. Il n'y a pas besoin que le Gabon ou le Congo importent du bétail ou de la viande de l'Amérique du Sud. Le Tchad peut faire le nécessaire pour ces pays-là. Et donc, qu'on se trouve en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale ou en Afrique australe ou en Afrique de l'Est, il y a des possibilités pour qu'en collaboration intelligente, ces pays puissent réduire le déficit en matière de besoins alimentaires et ne pas importer des pays du Nord. Et c'est bien là tout l'enjeu, c'est-à-dire s'affranchir des circuits qui ont été créés pendant des décennies, voire plus, pour reconstruire un pacte, une confiance, des accords entre ces pays pour rééquilibrer donc les échanges. Oui, l'idée, je poursuis dans la lancée d'Anissé. Il faut voir qu'on a quand même 80% de consommation alimentaire sur l'Afrique qui sont des importations.
quand on voit tout ce qu'il y a comme terre disponible, quand on voit ce qu'il y a comme climat différencié, propice aux performances, disponibilité des sols, une jeunesse, une main-d'œuvre qui est complètement présente et disponible, on peut quand même se demander s'il était nécessaire d'atteindre un tel ratio. Mais comment sortir de là aujourd'hui? Les solutions sont celles qui s'imposent, c'est déjà avoir quand même un cadre, une sorte de tutelle administrative et politique propice au fait qu'on puisse en sortir. Et je rejoins Anissé dans l'idée de dire qu'il y a une notion de marché intermédiaire, de marché régional. Il y a un certain nombre d'institutions qui font que quand on regarde en Afrique centrale, il y a des pays structurellement qui consomment, qui importent quasiment tout. Il y a des terres, il y a de l'eau et on pourrait déjà, ne serait-ce que sur le plan sous-régional, produire un certain nombre. On importe des quantités extraordinairement. On atteint presque 60 milliards en important du riz, du soja, du blé, du poisson, alors qu'il y a un potentiel d'eau particulièrement. Donc là-dessus, le potentiel naturel existe. C'est le potentiel d'une sorte de gestion structurelle qui nourrit les déficits dans le sens où on importe et il n'y a pas que la perte des devises, il y a toute l'externalisation de la force de travail, la valeur ajoutée inversée par rapport à la capacité à consommer plus parce qu'on gagne sur place, les rentes de situation et puis des coopérations qui sont parfois moyennes, on en a parlé tout à l'heure, c'est là qu'il faut regarder. La situation est loin d'être désespérée, il y a simplement un certain nombre d'initiatives dont on va reparler sans doute, le constat est assez flagrant, mais pour garder une note d'espoir, il y a des pays, il y a une douzaine de pays qui restent structurellement excédentaires, soit le Kenya, la Zambie, donc il y a quand même bon espoir. Alors, est-ce que la géopolitique est suffisamment stable aujourd'hui pour permettre cette réorganisation entre pays? Cela dépend évidemment des régions. Il y a des régions où c'est plus stable que d'autres, mais je veux dire que les institutions qui sont mises en place et qui normalement devaient fonctionner quel que soit ceux qui dirigent le pays. Ces institutions doivent être mieux organisées et prendre en charge les questions liées aux productions agricoles et animales. Quand on regarde l'histoire, la France par exemple, mais aujourd'hui la Chine qui est énormément présente, comment vous arrivez justement à permettre une réorganisation dans un contexte où tout le monde a bien envie de pouvoir utiliser vos sols? Oui, il y a d'une part le fait que tout le monde a envie d'utiliser nos sols, nos mines, nos minerais, et puis le potentiel en termes de main-d'œuvre éventuelle que représente notamment par la Chine. Il y a un choix stratégique qui est important. La première chose, c'est qu'il y a eu des coopérations plus anciennes. Aujourd'hui, politiquement, on parle beaucoup de la Chine, on parle beaucoup de la Russie. Mais ce qu'il est important de voir, c'est qu'est-ce que nous avons fait pendant 60 ans de coopération. Et là, il faut bien avouer que ça n'a pas été, pour le moins, une réussite absolue. La diversification est une très bonne chose. Des pays comme le Brésil, des pays comme l'Inde, la Russie qui est un fournisseur d'une part très importante du blé qui est importé, qui pourrait être produit, ce n'est pas la panacée. Ce ne sont pas des solutions miracles. Ce qu'il faut, c'est rééquilibrer un certain nombre de coopérations. Il est évident, et ça il faut le dire sans embâche, avec la France qui est un allié un peu historique, puis-je dire, qui n'est peut-être pas la mieux préparée ou l'allié le mieux préparé au changement psychologique nécessaire à des coopérations plus intelligentes, avec un réseau de PME, avec des coopérations intermédiaires. On avait largement le temps de reconstruire des choses, et notamment la France elle-même, comme beaucoup de pays en Europe, sont confrontés aux mêmes problèmes d'industrialisation, de repositionnement sur un certain nombre de positions extérieures, notamment avec l'Asie en matière de production. Il y avait sans doute de la place pour une concertation plus astucieuse, plus intelligente, moins politique à courte vue, et qui aurait pu générer, peut-être pas résoudre le problème dans sa totalité, mais générer sans doute un mieux en matière de production. Et vous pensez que la France a raté le coche? C'est vrai que peut-être en prenant l'avion, en venant dans un pays, puis dans l'autre, puis 4 heures après, dans l'avion suivant, pour aller chercher certainement des ressources, ça a été mal perçu, cette visite du président? Je ne dirais pas qu'elle a été mal perçue, elle est dans la logique de la coopération approximative qui est regardée avec un certain détachement. Il est sans doute courageux, il essaie de faire ce qu'il peut.
mais la France a, c'est mon point de vue personnel, sans doute plus d'atouts. C'est un grand pays qui peut faire autre chose qu'arbitrer des situations individuelles, ou dans le pays au Tchad, on va, c'est toujours une bonne chose, aller saluer le nouveau jeune homme qui a pris la tête du pays, aller au Rwanda où on hésitera à parler du M23. Bon, les Africains regardent ça avec une forte de commisération, en se disant c'est toujours très sympathique, il faut garder des axes de collaboration intelligents et solides, mais ça ne résoudra pas nos problèmes quotidiens. Et en matière d'agriculture, des choses très concrètes à faire. Et en matière de coopération agricole, de la diversification à mettre en place avec des tas d'acteurs qui sont différents. Et il y a un certain nombre de mesures que j'écrivais rapidement, qu'on pourra lister tout à l'heure, qui sont des mesures tout à fait concrètes au-delà de l'aspect coopération, au niveau de nos propres outils et au niveau des mesures immédiates, que ce soit institutionnelles, techniques, pratiques, économiques et même réglementaires, qui peuvent favoriser un retour à quelque chose d'un peu plus sérieux. Alors, ça sera la seconde partie de l'émission, mais j'ai encore une question à vous poser. Poutine a tout compris de l'arme alimentaire par rapport à la France, par rapport à l'Europe, etc. Par rapport au corridor alimentaire, au renouvellement, à l'effet de levier qui sait faire sur les pays qui sont dépendants sur le plan alimentaire, comment c'est vécu par les Africains? Vous parlez quoi? De la guerre? De la guerre, du corridor alimentaire et de l'arme alimentaire. Écoutez, moi je pense que c'est une opportunité pour nous, ce qui se passe en Ukraine. Une opportunité pour que nous puissions utiliser les immenses potentialités que nous avons. Si je prends l'Afrique centrale, nous avons une partie de l'Afrique centrale qui est couverte de forêts équatoriales. Vous savez que le président Macron est en Afrique centrale précisément sur les questions de forêt, parce que la forêt de l'Afrique équatoriale participe à la protection, n'est-ce pas, du monde en termes de réchauffement climatique. Donc, ce n'est pas partout qu'on peut développer l'agriculture. Il y a des pays comme la République centrafricaine, comme le Cameroun, comme le Tchad. Le Kenya. Non, je parle de l'Afrique centrale. Ah, l'Afrique centrale. Oui. Il y a des pays qui peuvent produire suffisamment pour d'autres. Et nous devons nous organiser en interne pour cela. Et les entreprises françaises, je parle des PME, PMI, qui s'intéressent à l'Afrique, nous devons créer des conditions pour que, en compétition avec d'autres entreprises africaines ou d'ailleurs, qu'elles viennent faire leurs exploitations et exploiter, produire pour l'exportation en Europe et même pour l'Afrique tout entière. Alors, maintenant on va passer au chapitre des solutions. Le Cameroun pourrait être un laboratoire quelque part ? Oui, le Cameroun, comme d'autres pays, pourrait être un laboratoire. C'est un pays qui a été très longtemps autosuffisant. Aujourd'hui, pour différentes raisons, c'est un pays qui garde quand même un très fort potentiel. Mais j'élargirais comme Anissé en parlant d'un potentiel, que ce soit en Afrique centrale, mais en Afrique de l'Ouest aussi. Il y a des choses tout à fait concrètes. Nous avons lancé, je pense que c'est la meilleure initiative. D'ailleurs, le Cameroun est présent ici avec une trentaine d'exposants. C'est déjà un signe qu'on va rechercher. On parlait tout à l'heure des PME. À défaut d'avoir une coopération qui permette cette forme d'interland, la coopération intermédiaire, ils viennent chercher des partenaires, voilà, où on peut ensemble, à ce niveau intermédiaire, retrouver des critères de performance et des niveaux de rentabilité qui sont tout à fait efficaces. Mais en reparlant du Cameroun, il y a un très très beau projet, je le lisais d'ailleurs en venant ici, qui est un projet de relance, mais qui pourrait s'adapter à d'autres pays, qui est un projet de relance agro-pastorale avec, ils ont listé donc le riz, le maïs, l'huile de palme, le lait, le poisson, le soja, les maraîchers, tout ce qui est importé et qui pourrait être particulièrement bien produit et immédiatement sur place, avec un fonds, et c'est le plus important, il faut aller chercher la performance dans la capacité des ressources qu'on mettra, qu'on mobilisera. C'est 2500 milliards à peu près de francs CFA, donc c'est le fameux pacte national pour l'alimentation et l'agriculture. Il faut aller chercher ce niveau de revenus, il faut aller chercher ce niveau d'échelle, parce que pour l'instant, il y a quand même beaucoup de petites concessions agricoles sous le mode de la subsistance qu'il va falloir accompagner, mettre une sorte d'esprit quand même business. Il faut vulgariser un certain nombre de techniques agricoles, il faut des coopérations différentes, il faut de la recherche, il faut structurer ce que le FMI a malheureusement un tout petit peu détruit, qui étaient toutes les structures d'accompagnement. Il faut dans les rentes, les cultures de rente, revenir à une forme de culture vivrière, remarcher sur les pas un peu qui ont été les sources de notre succès dans le passé, sur la capacité à regarder la sous-région. On est des pays très complémentaires, que ce soit la Centrafrique, le Gabon qui consomme à tout vent, le Congo,
la Guinée équatoriale, quand on a 60% des sols qui sont disponibles, on peut repenser une forme d'interland, une forme de coopération, c'est vrai pour l'énergie, c'est vrai, on peut regarder un peu plus bas et retrouver des capacités de production, des capacités de substitution de nos importations, parce que 80% de nos importations, c'est quand même souvent de l'alimentaire. Et c'est difficile d'avoir 60% de sols qui sont disponibles et parfois tout à fait performants, des institutions qui existent et importer l'essentiel, parfois pour la moitié du budget, ce qui est formidable. Et c'est la force de travail quand on a une population aussi jeune. Ce que produisent les autres pour le vendre, c'est eux qui travaillent. Donc il y a en matière de balance des vrais problèmes. Et donc il y a quand même un certain nombre de dispositifs. Moi je reste optimiste. Je pense que, et pour répondre à votre première question sur Poutine chez nous n'est pas une obsession. Ce qui est une obsession, c'est de diversifier les coopérations pour qu'enfin les choses puissent décoller. Et il y a des tas de pays qui savent faire des tas de choses. Qui est une forme de concurrence entre les coopérations? Ah, c'est fondamentalement important. Ça aurait permis d'ailleurs, peut-être, on parlait de la coopération française qui reste un pays où on a passé 30 ans. Voilà, donc non, il faut cette concurrence et il faut que les institutions multilatérales sortent un peu de cette analyse approximative 13 années 70 où ce sont des petits pays menés à la baguette avec des plans d'ajustement. Non, il faut regarder un peu plus large et si on regarde large, il y aura sans doute un certain nombre de moyens et de ressources et une concurrence dans les différentes coopérations et des initiatives locales parce que sans ça il n'y a strictement rien et retrouver certes des cultures de rente mais des valeurs ajoutées résiduelles sur différentes productions locales, un marché local, un marché régional et un accompagnement que ce soit l'Union africaine ou des structures sous-régionales. On peut arriver avec une jeunesse aussi dynamique à retrouver ce qu'on a connu dans le passé, de l'autosuffisance et des rentes intelligentes, diversifiées, et puis une exploitation de nos sols qui est peut-être aussi un des éléments importants pour la suite. Pascal Touré, c'est là où intervient à votre avis l'innovation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'Afrique doit s'appuyer sur l'innovation pour devenir une puissance agricole. En tout cas, une chose est sûre pour échanger. On peut dire que l'avantage, par exemple, au Cameroun, c'est que si on veut faire de la culture bio, on n'a pas de problème parce qu'on n'a jamais mis de pesticides. Donc on a déjà un terrain qui est neutre et justement l'intelligence, c'est que justement en allant rechercher cette autosuffisance alimentaire, c'est de chercher des techniques qui ne viendront pas faire ce qui s'est passé en France où on a dégradé des terres avec des pesticides par rapport aux abeilles, etc. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse, nous, à tout ce qui est start-up, la ferme digitale, d'autant plus qu'on a des enjeux derrière qui sont aussi par rapport à l'énergie, parce qu'on a aussi un besoin d'énergie, donc l'agrivoltaïsme, ce genre de choses, la captation de l'eau, parce que on parle de l'Afrique centrale en disant on a des terres agricoles, mais en plus d'avoir des terres agricoles, on a de l'eau dans beaucoup de pays. On a un climat qui s'adapte parfaitement à ce genre de choses. Donc on est vraiment dans un environnement vierge, parfaitement adapté à cette culture. Et ce qu'il faut, c'est qu'on en profite pour rattraper le retard et même prendre de l'avance. Et prendre de l'avance avec tout ce qu'on peut voir dans vos émissions, hein. Les robots qui peuvent accompagner les gens pour faire de la culture vivrière, l'agrivoltaïsme, la récupération des eaux, tout ça. On regarde dans les sous-régions, il y a des pays qui sont producteurs d'engrais, au même titre qu'on parle de l'autonomie. Au Togo, on a des phosphates, enfin on en a un peu partout. Voilà, on a cette réflexion globale. Et la réflexion globale, c'est de se dire, on va rechercher l'autosuffisance, mais pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire qu'on va éviter de commettre les erreurs qui ont été commises ici. Par exemple, on peut parler au Cameroun, par rapport aux besoins en lait, le Cameroun est déficitaire en lait. Tous les ans, ils importent 120 000 tonnes de lait. 120 000 tonnes de lait, on a fait un calcul entre nous. Si on veut récupérer ces 120 000 tonnes de lait, il faut qu'on importe 20 000 vaches. 20 000 vaches qui soient capables de nous produire ces 120 000 tonnes de lait. Ces 20 000 vaches, est-ce qu'on fait des fermes géantes comme on nous le vend et en se disant avec tous les risques qu'il y aura derrière, ou est-ce qu'on va aller chercher la granulométrie qui permettra à la fois d'apporter un lien social, une intelligence par rapport à ça, et qui permettra de satisfaire à ses besoins. Donc il faut qu'on ait les moyens de ces ambitions. Je pense qu'à l'heure actuelle, les pays en ont pris conscience. Je pense qu'on a des investisseurs, des fonds d'investissement qui sont prêts à accompagner ces pays dans ces stratégies. Et je pense que la carte est à jouer et la carte sera plus belle pour l'Afrique, je pense, que pour d'autres pays parce que nous, on a un terrain vierge.
Et à l'heure actuelle, quand on mettra du blé sur des terrains vierges, ben on sait qu'on n'aura pas de résidus de pesticides. Voilà. Quand je vous écoute, je me dis qu'on est au carrefour de l'histoire. Là, il faut être présent à ce carrefour. Est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu des enjeux de population qu'il va y avoir, qui sont à la fois une force et à la fois aussi un enjeu qui est très très fort, est-ce que l'Afrique a les moyens de mettre en œuvre toutes ces technologies, tous ces défis? L'Afrique a les moyens. L'Afrique a la population jeune, la population de plus en plus éduquée, les terres. Vous prenez par exemple un pays comme le mien, la République centrafricaine, nous avons 16 millions d'hectares de terres arables non encore exploitées. C'est énorme. Nous avons l'eau, nous avons une bonne hydrographie, nous avons la possibilité aujourd'hui de nous autosuffire en Afrique, à condition, comme a dit tout à l'heure Yves, d'investir dans les chaînes de valeur, c'est-à-dire que faire de la transformation, première, deuxième, troisième transformation localement. Nous avons les moyens de le faire, nous devons nous organiser par région pour faire de manière à ce qu'à l'intérieur de chaque région, on puisse s'autosuffire et puis échanger entre les régions. On arrive au terme de cette émission, peut-être un mot de conclusion, chacun. Comment on peut s'engager dans cette voie d'avenir de l'agriculture? Je suis ce que disaient mes deux amis. On peut s'engager en faisant ce qu'on fait déjà au quotidien. C'est avoir la capacité à ne pas tout attendre des coopérations. Nul besoin d'aller au ministère de l'Agriculture ou à Bercy. Il faut aller voir les PME. Il faut ce que vous faites merveilleusement. Ce que vous faites donc, là aussi. Voilà. Donc il y a vraiment la capacité aujourd'hui. Il y a une forme de consensus sur l'idée qu'on ne peut plus étatiser à fond la formule d'une coopération qui se décline techniquement sur le terrain. Non, on en parlait tout à l'heure hors antenne, il faut de façon lucide prendre conscience de ce dont parlait Anissé. Quand on a autant de millions d'hectares, quand on a cette jeunesse, quand on a de l'eau, les ressources ne manquent pas. Il y a d'ailleurs beaucoup de budgets qui ne sont quasiment jamais utilisés, mais il faut aussi retrouver des projets qui sont conformes à nos propres possibilités, à la qualité des sols. Même les engrais, pour l'instant, 80% d'entre eux ne correspondent pas exactement à ces... Il y a une sorte de refondation qui peut être faite, mais l'heure est un peu à ça. C'est un peu ce qui est dans l'air. Aujourd'hui, on se regarde. D'ailleurs, c'est très important. Nous, on a deux pays frontaliers qui sont deux pays très proches. On raisonne déjà globalement toujours en synergie d'ensemble. On ne pense plus nécessairement dans son... Donc, il y a quelque chose qui se tourne et il va falloir rester lucide et aller chercher la productivité, la valeur ajoutée, mais aussi les réformes institutionnelles, l'état de droit, ça a du sens. Il y a quand même un cadre aussi. C'est une approche très globale et parfois une redéfinition de ses propres erreurs. On n'a peut-être pas fait nécessairement les meilleurs choix et donc à partir de là, retrouver une forme de virginité, mais le potentiel existe et le processus me paraît lancé. Bon. Pascal Touré. Oui, ben moi, enfin, pour conclure, là, on a parlé de l'agriculture, de l'autosuffisance alimentaire. Derrière, il y a tout le volet agroalimentaire avec la transformation, comme le disait Anissé, avec la partie conservation aussi. Il y a un problème de rupture de chaîne du froid dans ces pays par rapport à la viande, donc il y a tout ça à réfléchir. Il y a des collaborations à travailler avec les marchés de gros en France et voilà, on a des réflexions comme ça parce qu'on pense du tutorat avec des agriculteurs français. Yves le disait tout à l'heure, on recherche des PME, des choses comme ça. On a réellement, je pense qu'il y a réellement cette volonté de dire s'il y a des agriculteurs français qui ont envie de travailler, de nous accompagner, enfin d'accompagner ces pays sur des projets, à la limite ils seront bienvenus. Je pense que ces pays mettront en place des organisations qui permettront de développer ça. Comme le disait Yves tout à l'heure, c'est vrai qu'il nous faut un multi-partenariat avec différents pays, etc. Bon, on a quand même aussi... c'est pas pour autant qu'on va jeter la France dans la bassine, etc. On a envie de continuer avec. Il faut juste qu'elle aussi comprenne que elle change, enfin, le fonctionnement change et que si elle veut continuer de travailler avec, il faut changer les paradigmes pour avoir une approche d'accompagnement, de complémentarité, etc. Mais nous, on est convaincus que ça ne posera pas de problème. Et votre conclusion ? Oui, alors en termes de conclusion, Yves l'a dit tout à l'heure, nous devons tirer des leçons de nos erreurs du passé et ne plus commettre les mêmes erreurs. Et
vis-à-vis des pays occidentaux, la France et les institutions internationales, nous avons besoin de plus d'infrastructures pour exporter nos produits. Nous avons besoin de plus de formation pour nos jeunes, pour les inciter à aller vers les métiers de l'agriculture et de l'élevage. Et au niveau sous-régional, nos dirigeants doivent tirer des leçons de ce qui se passe en ce moment avec la guerre de l'Ukraine et qui fait que nous avons des déficits de plus en plus croissants dans certains produits. Et donc, mieux exploiter les institutions qui existent déjà et qui peuvent nous permettre de mieux produire et de mieux échanger entre nous. Anissé, merci beaucoup. Pascal, merci. Yves, merci d'être venu ici. Et je vous souhaite une bonne visite de ce salon et d'aller trouver justement des initiatives, des exemples qui vont dans le sens de ce que vous souhaitez développer. Et puis merci à vous.